Bonjour à tous, il est midi à Tel Aviv, vous êtes sur I24, c'est le journal et à la une de l'actualité. D'échéance de nationalité, François Hollande revient dans le jeu. Il reçoit cet après-midi les présidents du Sénat et de l'Assemblée. Après avoir laissé le débat s'envenimer durant 4 semaines, le président va tenter de trouver un compromis. Et puis autre conséquence des attentats de 2015, les actes islamophobes qui ont triplé cette année en France. Les juifs très touchés également, tenez-vous bien, 800 actes antisémites en un an. Et le terrorisme en Israël ne connaît pas de répit. Après l'assassinat d'une mère de famille en Cisjordanie, le gouvernement tente de prendre plusieurs mesures pour protéger sa population. Barrières de sécurité, interdiction d'entrée partielle pour les Palestiniens. Le détail dans cette édition. Coup d'envoi ce mercredi du Forum économique mondial de Davos. Les chefs d'entreprise ne sont pas très optimistes cette année. Ralentissement de la croissance, terrorisme, crise migratoire. Bref, les perspectives économiques sont largement assombries. Et on se pose la question suivante. Est-ce que Davos sert encore à quelque chose ? Enfin, Ciao Ettore Scola, c'est sans doute le dernier grand maître du cinéma italien qui s'est éteint hier soir. Il a dépeint l'Italie sans jamais l'épargner. Cinéma politique, cinéma romantique. On reviendra sur ses chefs-d'œuvre dans ce journal. Bienvenue à tous. François Hollande reprend donc la main sur le dossier de la déchéance de nationalité. C'est à l'Élysée que ça va se jouer en fin d'après-midi. Le président reçoit les présidents du Sénat et de l'Assemblée à 17h pour trouver un compromis, et ce, à 2 semaines du vote sur la révision constitutionnelle. Le détail avec Joseph Emmanuel. Le vote revêt un enjeu capital pour François Hollande et le chef de l'État le sait, il fait preuve de la plus grande prudence. Jusqu'à la fin de la semaine, le président de la République va multiplier les rencontres, notamment en recevant Nicolas Sarkozy vendredi à l'Élysée. Ce mercredi, il reçoit Claude Barthelone et Gérard Larcher. Objectif, trouver un compromis sur une mesure controversée, la déchéance de nationalité de binationaux nés français condamnés pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Le souci du président de la République et du gouvernement, c'est de rassembler une majorité large sur un enjeu qui est d'abord celui de la protection des Français et qui doit donc dépasser les clivages habituels. Mais la partie est loin d'être gagnée. De nombreux responsables socialistes reprochent au projet de l'exécutif de stigmatiser les binationaux et de remettre en cause le droit du sol. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault plaide pour une autre solution. Il faut sortir par le haut. Comme d'autres, j'ai fait une proposition, c'est de mettre en place une déchéance de citoyenneté. Bon, là, on sortirait du débat sur la nationalité, mais qui serait d'une sévérité extrême, qui pourrait être une déchéance de droits civiques, de droits sociaux, à vie, et qui serait une mesure très forte et concrète, et qui aurait de la valeur et qui rassemblerait. Problème, il n'est pas certain que cette formule convienne à la droite. Le parti a fait savoir depuis plusieurs semaines qu'il ne voterait pas la réforme si la déchéance de nationalité n'y figurait pas. Quelle que soit la solution qui s'imposera, l'exécutif entend aller vite. Les débats sur la révision constitutionnelle empoisonnent depuis des semaines le paysage politique. L'Assemblée doit commencer l'examen du texte entre le 5 et le 9 février et le Sénat à partir du 16 mars. Voilà, et le temps presse donc pour François Hollande. Il doit absolument trouver un compromis sur cette question épineuse. Dror, François Hollande doit tenter d'éteindre l'incendie à gauche et rallier la droite. Oui, bon, c'est un peu la quadrature du cercle, bien évidemment, donc c'est très compliqué, mais l'enjeu est de taille parce qu'il s'agit d'une révision constitutionnelle. Donc il est nécessaire pour l'exécutif de rassembler une majorité spéciale, pas une majorité simple. Donc il faut qu'il puisse faire l'unanimité ou presque dans ses rangs, à gauche, au Parti Socialiste. On a vu que d'unanimité, il n'y en avait pas dans les rangs du PS, puisque des figures dont des moindres comme Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry ont émis de sérieuses réserves contre ce projet. Et puis il s'agit également de rallier la droite, qui ne veut pas faire de cadeau, bien évidemment, à François Hollande, même si elle est soucieuse, cette même droite, d'être à l'écoute de la population. Et la majorité des Français sont en faveur de cette mesure dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle aura une portée bien plus symbolique qu'effective
juif, puisque la déchéance de la nationalité, ce n'est pas cela qui va dissuader un apprenti terroriste ou un terroriste potentiel de passer à l'acte. Voilà, reste à se mettre d'accord sur le texte. Vous restez avec nous, Dror. La déchéance de nationalité devrait donc s'inscrire, on l'a dit, dans la révision constitutionnelle. L'objectif, institutionnaliser en quelque sorte l'état d'urgence. Et formellement, cet état d'urgence s'arrête le 26 février. Mais François Hollande voudrait le prolonger au-delà des 3 mois réglementaires. Océane Nicole. Prolonger l'état d'urgence, c'est la volonté du président français. Au lendemain des attentats du 13 novembre, François Hollande avait pris des mesures exceptionnelles devant le Congrès à Versailles. L'état d'urgence avait été adopté puis prolongé une première fois de 3 mois jusqu'au 26 février. Mais à quelques semaines de la date butoir, le chef de l'État souhaite de nouveau reconduire ce dispositif. Une loi est en préparation pour être présentée en Conseil des ministres dès la première semaine de février. Un dispositif qui maintient la capacité de la France à se protéger à son niveau maximal. L'état d'urgence permet en effet des mesures exceptionnelles et des moyens considérablement renforcés pour lutter contre le terrorisme. Des perquisitions à domicile peuvent être menées de jour comme de nuit. Les forces de sécurité sont massivement déployées. Les policiers peuvent désormais être armés hors de leurs heures de travail. Depuis les attentats, les forces de sécurité ont procédé à près de 3000 perquisitions. Plus de 400 personnes ont été assignées à résidence pour motif de radicalisation. Une dizaine de salles de prière clandestines ont été fermées et près de 500 armes ont été saisies. Alors, prolonger l'état d'urgence ou non, vaste question. Dror, là aussi, les Français sont largement pour. Les organisations de défense des droits de l'homme sont contre. Sont contre, et d'ailleurs la Ligue des droits de l'homme, on vient de l'apprendre, a demandé au Conseil d'État d'interrompre, de mettre un terme à cette période d'état d'urgence, alors qu'il est question, au contraire, de la prolonger. Oui, effectivement, la plupart des Français sont, il faut le rappeler, bien évidemment traumatisés par les événements du 13 novembre, sont en faveur d'une prolongation de l'état d'urgence. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure cette prolongation de l'état d'urgence se justifie ou non. Est-ce que véritablement la France, à l'heure où nous parlons, est la cible potentielle de nouvelles attaques terroristes? C'est bien possible, malheureusement. Donc la prolongation de l'état d'urgence peut être éventuellement une nécessité, surtout que d'un point de vue du respect des libertés fondamentales, parce que c'est de cela dont il s'agit, l'état d'urgence n'a pas empiété sur ces mêmes libertés fondamentales pour 99% des citoyens français. Merci pour ces précisions, Dror Evensapir. Et c'est dans ce contexte politique et sécuritaire extrêmement tendu que la droite a annoncé hier la création d'une commission d'enquête. Sa mission, déterminer si le gouvernement socialiste a failli dans sa gestion précisément des attentats de 2015. Et dans cette France post-attentat, le climat religieux est lui aussi très tendu. Bernard Cazeneuve révèle dans une interview accordée au journal La Croix que les actes anti-musulmans ont tout simplement triplé en France en 2015. 400 attaques en tout genre. Et puis les Juifs sont loin d'être épargnés eux aussi. Pas moins, attention, de 800 actes antisémites l'année dernière. On va plus loin avec vous, Julien Baloul. Bien, je vous propose de regarder tout de suite ce graphique pour comprendre de quoi il s'agit et voir l'évolution surtout d'année en année, parce que ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose lorsqu'ils sont isolés. Voilà, alors la courbe du haut, ce sont les actes antisémites, la courbe du bas, ce sont les actes anti-musulmans. Donc on voit vraiment une explosion des actes anti-musulmans entre 2014 et 2015, puisque ça passe de 133 à 421. Les actes antisémites stagnent à plus de 800. En effet, il y a une légère baisse, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Toutefois, au-delà du côté quantitatif, peut-être voir le côté qualitatif, à savoir qu'en 2015, il y a eu des morts en France, il y a eu des juifs tués à l'Hypercacher, 4 personnes tuées. Donc même si les actes antisémites baissent dans la quantité, la gravité, elle, continue d'être importante, même les bien plus. Et notez qu'ils sont au-dessus de la barre des 800. Et dans l'histoire de la France, les actes antisémites ont dépassé la barre des 800 que 3 fois. En 2009, en 2014, en 2015. Systématiquement, en 2009 et 2014, c'était à peu près en marge d'une guerre au Proche-Orient, à savoir l'opération Plomb durci, l'opération bordure protectrice dans la bande de Gaza ici. Donc voilà un peu comment on peut l'expliquer. Ne pas oublier un point, ce sont les actes antichrétiens, notamment les profanations de lieux de culte et de cimetières qui sont
totalement passés sous silence. Si je prends 2014, eh bien, il y avait 6 cimetières juifs profanés, 4 cimetières musulmans et 206 cimetières chrétiens profanés. Donc on n'oublie pas non plus les actes antichrétiens qui sont très importants. Aucune religion n'est épargnée. Dans cette même interview, Julien Bernard Cazeneuve annonce aussi la volonté de créer une nouvelle brigade d'intervention. De quoi s'agit-il ? En fait, il veut réorganiser les forces actuellement disponibles en France. Il veut réorganiser les forces pour leur permettre d'être disponibles sur tout le territoire français en maximum 20 minutes. Parce que forcément, à Paris, ils peuvent intervenir rapidement, mais il y a des coins un peu plus reclus du territoire français. Donc, il veut que toutes les forces antiterroristes, le GIGN, la gendarmerie, etc., interviennent en moins de 20 minutes. Ça veut dire que ce n'est pas le cas actuellement. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser, en effet, sur l'efficacité des services français d'intervenir en temps et en heure partout. Merci Julien. Et c'est ce soir que les supporters de l'OM devraient répondre à l'appel du grand rabbin de France. 10 jours après l'agression de cet enseignant juif à Marseille, eh bien, le grand rabbin Chaim Kortia a appelé les supporters à revêtir un couvre-chef en signe de solidarité avec la communauté juive. Réponse donc ce soir au stade Vélodrome pour le match de 16e de finale de la Coupe de France. Ce sera contre Montpellier. En France, toujours, cette nouvelle étape du marathon judiciaire de Jérôme Kerviel. Nouvelle audience civile, cette fois, ce mercredi. Et au centre des débats, les dommages et intérêts réclamés aux traders par la Société Générale. Ils sont colossaux. On parle de 5 milliards d'euros. Lise Barenbaum. 4 milliards 900 millions d'euros. C'est le montant perdu par la Société Générale en 2008. Jérôme Kerviel, ex-trader condamné pour abus de confiance, faux et usage de faux et introduction frauduleuse de données informatiques à 3 ans de prison ferme et au remboursement intégral du préjudice, est au cœur de cette affaire depuis 8 ans. Un arrêt modifié par la Cour de cassation en 2014. Le trader devrait bien purger sa peine de prison, mais il n'aura plus rien à rembourser à son ancienne banque. Ce montant est au cœur de l'audience qui s'ouvre ce mercredi devant la Cour d'appel de Versailles. Les juges vont débattre pendant 3 jours pour évaluer l'éventuelle responsabilité de la banque dans le montant de ses pertes. Un débat rendu possible par le revirement de la Cour de cassation en mars 2014. Première juridiction à accuser la banque de défaillance dans ses mécanismes de contrôle. Si la Cour d'appel de Versailles estime que les responsabilités sont partagées, Jérôme Kerviel resterait redevable de près de 2,5 milliards d'euros. S'ils estiment que la banque est responsable à 90% de ses pertes, le solde pour l'ancien trader s'élèverait encore à plusieurs centaines de millions. 2 enjeux demeurent. Le premier est médiatique. Jérôme Kerviel, qui a déposé une demande de révision de son procès pénal, a échoué à 2 reprises à convaincre les juges que la banque ne pouvait pas ignorer les positions à risque qu'il prenait. La deuxième bataille est fiscale. Si la Société Générale est reconnue comme responsable, elle devra rembourser tout ou partie de l'argent qu'elle a reçu de l'État en 2009 et 2010, un argent accordé aux entreprises victimes de fraude. Dans l'actualité de ce mercredi également, ce nouveau pic de pollution à Paris aujourd'hui. Vous l'avez peut-être remarqué, le parking résidentiel d'ailleurs sera gratuit dans la capitale toute la journée. Betsabé, vous nous en dites plus. Oui, alors la qualité de l'air dans l'agglomération parisienne, mauvais avec cet indice de 8 sur 10, signifiant que l'air est très bon, 10 très mauvais. Alors même constat au nord, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Amiens notamment, Creil, Chauny, Saint-Quentin obtiennent un indice de qualité de l'air de 9 sur 10. Alors pourquoi cette pollution ? Eh bien une combinaison de conditions météorologiques, une météo qui favorise l'accumulation des polluants, donc qui sont aussi bien émis par le chauffage, le trafic routier que des pratiques telles que l'épandage et la fertilisation des cultures par exemple. Or, cette pollution, eh bien, elle est dangereuse. La concentration des polluants dans l'atmosphère est telle qu'une explosion même de courte durée, présente un risque pour la santé des plus sensibles. Alors les mesures, quelles sont-elles ? La mise en place de la circulation alternée n'est pour le moment pas envisagée, mais le stationnement résidentiel est gratuit, comme vous l'avez dit. Il n'empêche que la ville de Paris appelle les habitants à se passer autant que possible de leur voiture. Regardez, à privilégier les transports en commun, le covoiturage, les véhicules peu ou pas polluants, comme le vélo. D'ailleurs, en fonction de l'évolution de la situation dans les jours qui viennent, eh bien, d'autres mesures complémentaires pourraient être prises, gratuité d'Autolib ou de Vélib. Et puisque les particules fines affectent les systèmes respiratoires et cardiovasculaires, à noter les précautions à prendre pour les plus sensibles, les femmes enceintes, nourrissons et bien sûr celles souffrant d'insuffisance respiratoire, de maladies cardiovasculaires. Elles sont invitées à éviter
les efforts physiques et limiter les déplacements sur les grands axes routiers. Voilà, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, vaut mieux s'abstenir de sortir aujourd'hui. Merci Betsabé, il est 12h et bientôt 15 minutes à Tel Aviv. Vous êtes sur I24, bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actu de ce mercredi avec vous, Éléonore. Et oui, Barbara, a commencé avec la libération de ces 270 otages sur les 400 enlevés la semaine dernière par l'organisation État islamique dans la province de Deir ez-Zor, le même jour où 135 personnes avaient été tuées. Aujourd'hui, des femmes, des enfants de moins de 14 ans et des personnes âgées figurent parmi ces civils libérés. 130 personnes sont toujours détenues. Le forum de Davos qui s'est ouvert hier sur un thème, la 4e révolution industrielle, ou comment la technologie change nos vies et changera celle des générations futures. Une semaine qui souffre donc dans un contexte sensible avec une conjoncture économique défavorable et toujours la lutte antiterroriste en toile de fond. Et puis, c'est la disparition d'Ettore Scola hier, à l'âge de 84 ans, celui que les Italiens appelaient le maestro. En effet, était l'un des maîtres du cinéma italien des années 60. Ses films, pour la plupart, des comédies, mais toujours avec un angle politique et un œil très critique sur la société italienne. Vous vous souvenez peut-être d'une journée particulière avec Marcello Mastroianni et Sophia Loren, ou encore de « Nous nous sommes tant aimés », son premier succès international. Voilà, et on conseille à tout le monde de le voir ou de le revoir. Nous nous sommes tant aimés. Merci Éléonore. Voilà pour les titres. On jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce mercredi. Nous sommes le mercredi 20 janvier, vous êtes sur I24 dans l'actualité internationale. Cette attaque armée dans une université du Pakistan tôt ce matin. L'attaque est maintenant terminée, mais elle a fait au moins 20 morts et de nombreux blessés. Les talibans auraient revendiqué. Maël Benoliel. Les premiers blessés sont évacués sur des civières. À l'extérieur de l'université de Shahrsadda, des dizaines de véhicules militaires sécurisent la zone. L'assaut de la police est terminé et le bilan est lourd. Cette université du nord-ouest du Pakistan vient d'être la cible d'une attaque terroriste menée par un commando d'une douzaine d'hommes. Tôt ce matin, des hommes armés profitent du brouillard hivernal pour se glisser à l'intérieur de l'enceinte du campus sans être vus. Ils tirent sur des étudiants et des professeurs dans les salles de classe et les dortoirs. Nous avons entendu des tirs à partir de l'arrière du campus. Nous avons pensé au début que c'était une bagarre. Puis les coups de feu ont repris de plus belle. À ce moment-là, on nous a dit de rentrer dans des salles de classe et de ne pas en sortir. Ensuite, les forces de sécurité sont venues, des soldats étaient là aussi. Tout le monde a fait preuve d'une grande bravoure. Cette attaque terroriste a été revendiquée par l'organisation des talibans au Pakistan, le TTP. Cette université qui accueille près de 3000 étudiants n'avait pas reçu de menaces spécifiques. J'ai vu 3 terroristes, un sur le toit, il tirait depuis là-bas, un autre était près de l'hôtel. Là-bas, j'ai vu 4 gardes de l'université, ils étaient blessés, nous les avons mis dans des ambulances. Cet assaut intervient un peu plus d'un an après l'attaque des talibans qui avait coûté la vie à 141 personnes dans une école de Peshawar, située seulement à une cinquantaine de kilomètres de Shahrsadda. L'offensive, qui avait duré plusieurs heures, reste le pire attentat de l'histoire du pays. Voilà, une attaque revendiquée donc par les talibans pakistanais. Maxime, on s'arrête un petit peu avec vous sur cette organisation. Qui sont ces hommes ? C'est la principale mouvance des talibans pakistanais, le TTP. C'est une organisation qui a été fondée en décembre 2007 et qui depuis est la bête noire, la plus grosse bête noire du gouvernement d'Islamabad. Des centaines d'attentats suicides revendiqués par cette organisation qui ont fait jusqu'ici au Pakistan près de 4000 morts, des soldats et des civils. Son attaque
ou son fait d'armes le plus spectaculaire s'est déroulé en décembre 2014 contre l'école militaire de Peshawar. 140 morts, dont 130 enfants. L'attaque la plus meurtrière de l'histoire du Pakistan. Et puis, il faut également souligner que cette organisation des talibans pakistanais est aussi suspectée d'être derrière l'assassinat de Benazir Bhutto en 2009, l'ancienne Premier ministre pakistanaise. Et puis, pour l'anecdote, il faut rappeler également que Mohamed Merah, ce djihadiste français, est passé par cette organisation pour s'entraîner et apprendre le maniement des armes avant de regagner le sud de la France, où on connaît ce qui s'est passé ensuite. Alors le gouvernement pakistanais est clairement mis en échec dans son pays. Pourquoi il ne parvient pas à freiner cette insurrection talibane ? Eh bien, il fait face à une organisation militaire de 25 000 hommes qui est parfaitement implantée dans la région du Waziristan, dans cette zone tribale frontalière de l'Afghanistan. Il y a déjà eu depuis 2007 près de 4 opérations militaires menées par l'armée pakistanaise, jusqu'ici sans succès, même si à plusieurs reprises il y a eu l'appui des drones américains qui ont tué plusieurs chefs de ces organisations tribales talibanes. Il faut expliquer que cette région est montagneuse et aussi que cette guerre est une guerre larvée que vit le Pakistan depuis les années 2000, en dehors de tous ces actes de terrorisme qui la frappent. On parle déjà de près de 60 000 morts ces 15 dernières années. Voilà pour la situation au Pakistan. Merci Maxime. Cette question à présent, comment mieux lutter contre Daesh? Tentative de réponse aujourd'hui à Paris. La coalition internationale conduite par Washington se réunit autour du ministre français de la Défense. Objectif, mobiliser plus de moyens. Et c'est une réunion qui se tient au lendemain d'un rapport sur les exactions de l'État islamique. Léa Berdugo. Le groupe État islamique continue de commettre des violences et des atteintes aux droits de l'homme de façon massive. L'ONU dresse ce constat dans son nouveau rapport. Ces actes pourraient équivaloir à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être un génocide. Par ailleurs, 3500 personnes, surtout des femmes et des enfants, seraient détenues comme esclaves par les djihadistes. Les Nations Unies déplorent des pertes effarantes. Depuis janvier 2014, il y a eu plus de 18 000 personnes tuées à cause du conflit, en plus de 3 millions de personnes qui ont fui leur maison, leurs communautés sont devenues des déplacés internes. Comment répondre à de tels actes? C'est la question que vont se poser les ministres de la Défense de la coalition contre le groupe État islamique. Mercredi, à Paris, le ministre français de la Défense a évoqué la nécessité d'accélérer le tempo. Depuis les attentats de Paris de novembre 2015, les frappes aériennes de la coalition se sont intensifiées en Irak et en Syrie. Les ministres vont également étudier les moyens supplémentaires qu'il faudrait mettre en place, que ce soit le nombre d'avions ou de formateurs pour aider les forces locales à lutter contre Daesh. Par ailleurs, le Canada a été exclu de cette réunion en raison de la décision de son nouveau Premier ministre de ne plus participer aux frappes aériennes. Et on s'arrête sur un chiffre de ce rapport publié hier. 3500, c'est le nombre d'esclaves détenus par Daesh en Irak. Il s'agit de femmes et d'enfants enlevés par les djihadistes. Et ces enlèvements, on le voit de plus en plus, sont devenus monnaie courante au royaume des terroristes de l'État islamique. Mathias, on tente de comprendre pourquoi ces enlèvements avec vous? Alors, qu'ils soient enlevés et ensuite libérés, la question se pose en effet, Barbara. Il y a plusieurs options pour expliquer clairement pourquoi Daesh aujourd'hui enlève des personnes. Alors tout d'abord, les conserver comme monnaie d'échange, même s'il est difficile de croire. En l'occurrence en Syrie, Bachar al-Assad ne paiera pas de rançon pour récupérer ses civils. Et en Irak, il y a un flou artistique au niveau du leadership et donc on voit mal le pouvoir à Bagdad également payer. Il y a également, deuxième option, garder ses otages et les revendre sur le marché noir des esclaves. Effectivement, il y a un marché noir et cela permet aussi de financer les batailles de l'État islamique. Troisième option, les otages sont utilisés finalement à des fins terroristes. En l'occurrence, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté que 29 attaques suicides avaient été perpétrées par des enfants lors des 4 derniers mois. Dernier chiffre, il est éloquent, plus de 400 enfants yazidis seraient actuellement ceux qui ont été enlevés, entraînés par Daesh pour former les futurs candidats
au suicide. Alors avec ces enlèvements, on est loin de la méthode semer la peur en Occident, dans les grandes capitales européennes, parce que ces enfants, ces femmes, ces hommes enlevés sont des locaux et non des occidentaux dans la plupart des cas. Tous de confession sunnite, quasiment tous, 99%, on ne parle pas de sunnites chiites, vraiment que des sunnites, des femmes, des hommes et des enfants. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ces personnes-là ont besoin également pour l'État islamique d'être terrorisés. On terrorise l'Occident, les États-Unis, la France, l'Allemagne, mais on en a besoin aussi parce que l'État islamique se prend des coups au niveau militaire. Il a besoin toujours de terroriser cette population locale pour maintenir la pression sur place. Merci pour ces précisions. Mathias Inbar, dernière information à retenir aujourd'hui concernant Daesh, c'est la confirmation par l'organisation terroriste de la mort de Jihadi John. Ce bourreau de Daesh à l'accent britannique avait été éliminé par une frappe américaine à Raqqa au mois de novembre. Et c'est dans son magazine en ligne Dabiq que l'État islamique confirme donc cette information. À suivre dans le journal, je vous le disais, Ettore Scola s'est éteint hier soir. C'est sans doute le dernier grand maître du cinéma italien, dernier géant d'une génération de cinéastes. On reviendra sur ses chefs-d'œuvre dans un peu moins de 5 minutes. Restez avec nous dans le journal sur I24.